Alors je vais essayer de vous parler d'un sujet que personne ne connaît, à part un dans la salle qui l'a vécu personnellement. Je salue Dédé Fabre, qui me fait un grand plaisir d'être ici ce matin, puisque je vais parler de lui et de son histoire. Alors à la sortie de la période du désert, 1685-1789, dans les premières années du XIXe siècle, les églises protestantes françaises se réorganisent. Après la clandestinité, une nouvelle ère de reconstruction et de rayonnement s'ouvre. Le protestantisme français change, évolue, et peu à peu il accueille de la nouveauté. Un souffle de renouveau, une chaleureuse atmosphère de vitalité agite les communautés françaises et européennes. Il s'agit du réveil. Ce mouvement, il vient principalement de Grande-Bretagne, et il est avant tout un nouveau style de prédication, un nouveau style d'expression de la foi, et aussi un mode de vie tout à fait nouveau. Face au rationalisme, aux prédications moralistes qui avaient cours à cette époque, le réveil met en avant les sentiments et intériorise une foi qui peut s'exprimer alors sous des accents romantiques. Ce mouvement de réveil, il est porté par des prédicateurs courageux, qui parcourent l'Europe tels des colporteurs, qui mettent l'accent sur la centralité de la Bible, qu'ils diffusent très largement. Ils insistent sur le péché, sur le sacrifice de Jésus sur la croix, et surtout sur la conversion personnelle, la nouvelle naissance, qui est la seule manière, selon eux, de rentrer dans une relation personnelle entre le croyant et Dieu. Parmi ces mouvements de réveil, le méthodisme fait preuve d'une véritable vigueur. Fondé en Angleterre par John Wesley, il se développe en France, notamment grâce à la prédication de nombreux missionnaires, comme ici, sur ce tableau, Charles Cook, qui organise des assemblées du désert au début du XIXe siècle pour prêcher le méthodisme. Dans le Gard, Charles Cook arrive dans le Gard dès 1825. Et c'est à la faveur d'une rencontre avec Charles Cook, peut-être d'une de ces assemblées comme sur ce tableau, qu'une jeune sétoise se convertit au méthodisme. Elle s'appelle Coralie Inch, et elle a donné son nom à un mouvement d'inchisme dont nous allons parler ce matin. Vous voyez la très charmante Coralie Inch. Coralie Inch, elle est née à Sète en août 1801 dans une famille de négociants originaire de Stettin, dans l'actuelle Pologne. Et la famille Inch, comme les familles Kruger et Kellerman à laquelle elle est liée, s'est installée dans le port de Sète pour se spécialiser dans l'exportation des vins et spiritueux languedociens vers les pays du Nord, vers la Scandinavie. La jeunesse de Coralie Inch, parce que oui, elle était jeune, est marquée par une soif spirituelle très intense qu'elle a du mal à assouvir. Elle témoigne dans ses écrits de la morosité qui régnait dans l'église réformée sétoise. Je cite: « La mort la plus complète régnait dans l'église de Sète. La Bible, le Nouveau Testament même, ne se trouvait dans aucune maison. Et dans la nôtre, quoique réputée la plus pieuse et fréquentée par des pasteurs, on ne la lisait pas. 3 fois par mois, le temple s'ouvrait, un sermon privé de vie était prêché, et le reste du dimanche, la semaine entière s'écoulait sans que le nom de Dieu fût prononcé. » Fin de citation. Alors, grâce aux méthodistes, Coralie Inch acquiert une Bible, et dès lors, elle n'a de cesse de vouloir témoigner autour d'elle de l'Évangile. Elle crée une école du dimanche et établit des cultes de famille. Pourtant, dans les années 1830, donc avec la rencontre avec Charles Cook, elle se détache progressivement de l'église réformée de Sète et finit par adhérer au méthodisme. Alors j'en viens à ma première partie qui est l'installation en pays viganais. En 1842, Coralie Inch est méthodiste. Elle se rend à Jersey. Vous avez ici la chapelle méthodiste de l'île de Jersey, une des chapelles méthodistes. Pendant plusieurs jours, et même plusieurs semaines, elle prêche dans les chapelles de cette île de Jersey, et c'est une expérience extrêmement douloureuse pour elle. Elle écrit: «
c'est avec de grands combats que je prêche la vérité dans cette église. Quelques-uns des principaux m'ont reçu comme un ange et sont ensuite devenus mes ennemis. Ils séduisent plusieurs personnes et les portent à me lapider, non avec des pierres, mais avec la langue. Quelle glorieuse mais pénible mission n'ai-je pas à remplir dans cette île? 4 ans plus tard, après de longs mois d'hésitation, en janvier 1846, Coralie Hinch décide de rompre définitivement avec le méthodisme. Elle fonde sa propre église, l'église évangélique de Sète. Et ce sont ces contradicteurs qui ont appelé ça l'église hinchiste. Avec l'appui de ses neveux Kruger, dont vous avez les portraits, Édouard, Pauline et Amédée, mais aussi Édouard et Ernest, elle développe son église, principalement à Sète, à Nîmes, et elle fait des tournées d'évangélisation dans nos Cévennes. Elle découvre le Vigan et ses alentours en 1845 en allant prendre les eaux au terme de Kovala à Avez, que notre amie Madeleine connaît par cœur. Elle se noue alors d'amitié avec une certaine veuve Tolon et décide de rester dans cette vallée cévenole. Elle attire la curiosité de plusieurs protestants, dont la famille Abric de Molière. Louise Nissol Abric, dont vous avez le portrait ici, qui est une des principales actrices de lynchisme à Molière, elle écrit « Il y avait 3 ans que j'étais convertie au méthodisme, lorsque j'entendis parler de mademoiselle Hinch d'une manière défavorable, à cause de ses doctrines particulières. On la blâmait surtout de prêcher, malgré la défense formelle de Paul, que les femmes prêchent, dont on dénaturait le sens. Cette accusation, formulée par des chrétiens qui possédaient toute ma confiance, m'avait fortement prévenu contre celle que depuis j'ai considérée comme une mère en Israël. » C'est un véritable coup de foudre pour la région viganaise, pour Coralie Hinch, qui déclare « Je pensais revenir bientôt à Sète, mais à peine arrivé dans ce pays, j'ai senti mes pieds s'arrêter. » Alors elle décide, évidemment, de fonder une œuvre d'évangélisation. Alors, le pays viganais n'est pas puceau d'œuvres d'évangélisation. Les méthodismes y sont arrivés en 1830 grâce à Charles Cook. En 1844 apparaissent les premiers adeptes de darbisme. Et Coralie Hinch a l'occasion de les rencontrer, ces fameux darbistes, mais elle conclut assez vite. J'ai eu plusieurs conversations avec les Plymouthiens, c'est-à-dire les darbistes, et je suis de plus en plus persuadé que ces pauvres âmes vivent dans un grand égarement. Je cite beaucoup Coralie Hinch parce qu'elle a un style extraordinaire, le style matiné d'Ancien Testament est très excluant. On n'a plus l'habitude d'entendre ça, mais ça déplace. Entre 1845 et 1848, Coralie Hinch s'installe plusieurs mois à Aulas et à Avez. À partir de ces villages, elle part en tournée en tenant des réunions à Aulas, où ces réunions se déroulent chez le maire d'Aulas, M. Galary. Elle va à Serres, Bréau, à Arfi, à la Carrière, chez la famille Pelin, c'est-à-dire dans ma famille, à Mars et même à Payrolles. Alors il ne s'agit pas de faire découvrir le protestantisme à ces familles, parce qu'elles le sont depuis la Réforme, mais il s'agit d'amener ces individus à la conversion personnelle. Coralie Hinch est même accueillie très chaleureusement, dans un premier temps, par les pasteurs de ces villages. Le pasteur Villiers à Avez, Arnal à Bréau et Dardier à Aulas. Elle entretient de bons rapports avec le pasteur Villiers qui lui propose d'établir une école du dimanche à Avez. Mais il se fait reprendre par son conseil presbytéral qui est en 1846, il écrit à ses paroissiens à Vézol pour se justifier d'avoir accueilli mademoiselle Hinch et pour calmer l'émoi très vif que cause ce rapprochement entre eux. Le pasteur Dardier à Aulas est lui aussi repris par le consistoire, qui lui reproche d'assister aux réunions hinchistes, et au Vigan, le consistoire s'alerte de cette nouvelle prédicatrice qui a du succès.
Séparée définitivement du méthodisme, elle organise son église des Cévennes autour de la famille Abric-Missol, vous avez vu Louise Abric tout à l'heure, et elle bénéficie à partir de 1847 d'un évangéliste très actif, Jean-Étienne Armango, maçon, originaire de Berlatz, dans la montagne tarnaise, et elle l'épouse en 1850. Elle a déjà 49 ans. Alors, venons-en au vif du sujet. Qu'est-ce que l'enchisme? Qu'est-ce que c'est que cette bête bizarre? Et d'abord, que croient les enchistes? Quelle est la particularité de la prédication de Coralie Lynch? Elle-même, elle n'a jamais écrit d'ouvrage théologique pur, elle n'a écrit que de la correspondance, et il faut attendre 1919 pour que soit publié ce livre-là, Doctrine de l'Église évangélique enchiste, par un de ses neveux Kruger. Alors les enchistes, ils sont avant tout protestants. Ils sont attachés au grand principe fondateur du protestantisme, le sola scriptura, l'écriture seule, qui est la seule autorité, la grâce seule par laquelle nous sommes sauvés, la sola fide, la foi seule, et le sacerdoce universel. En revanche, les enchistes ne se reconnaissent pas entièrement dans le calvinisme, qui est le courant protestant majoritaire en France. Ils ne croient pas en la Trinité, et ils sont manichéens. Ils croient que le bien et le mal sont deux forces égales et contraires, qui sont fondées chacune sur une divinité, Dieu face au diable. Les enchistes rejettent les sacrements. Ils ne pratiquent ni la scène, ni le baptême. Pour eux, l'Église doit se contenter d'adorer Dieu en esprit et en vérité, débarrassée, je cite, de tout vain formalisme. Et puis, évidemment, et c'est là un point très intéressant, au cœur du XIXe siècle, la place de la femme est mise plus qu'en valeur dans l'enchisme, puisqu'il est fondé par une femme. À une époque où il était inconcevable qu'une femme puisse prêcher, eh bien, Coralie Lynch fait figure de pionnière. On doit quand même retenir au moins ça de Coralie Lynch. Mais ce qui fait la force, et surtout la saveur de l'enchisme, ce sont ses œuvres sociales. En 1847, Coralie Lynch crée les bains de mer à Sète, sur la plage du Cursal, que vous avez ici. Il s'agit d'accueillir des personnes à faible revenu, issues de tous les milieux, protestants ou non, afin qu'ils bénéficient des bienfaits de l'eau de mer. Pour Coralie Lynch, c'est surtout l'occasion d'évangéliser, annoncer l'évangile aux pensionnaires. Et c'est en réaction à cette initiative enchiste, qui connaît un certain succès, que l'Église réformée de Sète, en 1865, soit presque plus de 20 ans plus tard, crée le Lazaret à l'initiative du pasteur Benoît. Vous voyez que le Lazaret, qui est une institution qui continue à bien marcher, est en fait une réaction à cette chose bizarre des enchistes. En 1857, elle fonde, Coralie Lynch, le refuge à Nîmes, première pierre des asiles évangéliques. Là aussi, il s'agit d'accueillir des jeunes femmes en situation de détresse sociale, qu'elles soient orphelines, pauvres, victimes de proxénétisme. La volonté de cette œuvre était, je cite, de former des jeunes filles au travail manuel et de les conduire dans une voie de sagesse extérieure et d'opérer sur leur cœur, y compris l'humilité, la foi, l'amour de Dieu et du prochain. Vaste programme. Là aussi, le prosélytisme joue un grand rôle dans ces œuvres sociales. De nombreuses filles qui sont accueillies dans ces asiles deviennent à leur tour enchistes. Au Vigan, puisque c'est ce qui nous intéresse, il faut attendre 1915 pour que Josué Nissol déclare « Notre piété ne doit pas être seulement contemplative. Elle doit nous pousser à l'action. » Germe alors l'idée de fonder une maison de santé. Et le projet prend forme après la guerre, en mai 1921, lorsque la maison de repos ouvre ses portes sur la côte d'Olas, aujourd'hui le parc des Châtaigniers. En 1923, il se dote du statut dans lequel il est écrit que la vocation de cette nouvelle œuvre, c'est de recevoir gratuitement ou pour une pension modique toute personne peu fortunée qui, affaiblie, convalescente, a besoin de soins et de séjour à la campagne. Les admissions se font sans distinction de culte. Mention importante.
Bon, vous l'avez compris, le principe est le même qu'à 7. On n'a pas la mer, mais on a le bon air. Et un vrai échange entre ces deux œuvres, de Sète et du Vigan, a lieu jusque dans les années 80, puisque les Sétois venaient passer leurs vacances au Vigan, en Barcelone. Alors, on a vu leurs croyances, on a vu leurs œuvres, mais qui sont-ils, ces inchistes? Autour de ces œuvres de bienfaisance s'établit une petite communauté de fidèles. À quoi ils ressemblent? Eh bien, ces familles inchistes sont souvent issues du monde du négoce, le négoce du vin, des spiritueux, le négoce du tissu. Ils viennent aussi de l'artisanat, beaucoup de tapissiers, n'est-ce pas, Dédé, et puis quelques commerçants. Quel est l'effectif de cette communauté? On estime qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, au moment où le mouvement est au maximum, l'inchisme regroupe environ 400 personnes dans une zone géographique très restreinte, Sète, Nîmes, les Cévennes viganaises. Et il faut ajouter une petite poche assez peu vivace dans le Tarn, dans le village des montagnes, là où était originaire Jean-Étienne Armando. Où est-ce qu'elles se réunissent, ces communautés? Alors à Sète, elles se réunissent dans un immeuble sur le quai de l'Avenir, aujourd'hui le quai Mayol, et puis en 1920, ils achètent un autre immeuble un peu plus loin. À Nîmes, l'église inchiste a un patrimoine immobilier très important. En plus des locaux et du terrain des asiles évangéliques, aux abords des jardins de la Fontaine, au numéro 2 de la rue Adrien s'élève une chapelle et un immeuble. C'est ici le siège de l'église. C'est là qu'habitent les principales figures de l'inchisme, notamment Coralie Lynch et ses neveux Kruger. Dans les Cévennes viganaises, la communauté se réunit d'abord au domicile des fidèles. À Avez, chez la veuve Telon, où aucune chapelle ne sera aménagée. À Molière, c'est dans la maison Mabrique, c'est-à-dire dans la maison de Madame Nissol que vous avez vue, qu'est aménagée cette chapelle-là, qui depuis est devenue une maison. À Omessas, une chapelle accueille la communauté à quelques mètres du temple réformé. Vous voyez, sur cette carte postale, vous avez l'école publique, le temple réformé et la chapelle inchiste. L'expéditeur de la carte a écrit dessus « Chapelle Kruger ». Alors j'ignore à quelle date cette chapelle a été construite, à la fin du XIXe siècle, sans aucun doute, mais elle a très peu servi, car la plupart du temps les cultes se déroulaient dans une maison pas bien loin, chez la famille Vincent. Et puis au Vigan, la communauté se réunit d'abord dans l'immeuble de la famille Nissol, rue du Réservoir, c'est-à-dire aujourd'hui la rue du Chef Marceau, dans l'immeuble du commerce Nissol. Les vrais Viganais ont connu. Aujourd'hui, c'est malheureusement un salon de coiffure. Les 1er et 2 novembre 1913, la chapelle inchiste du Vigan est inaugurée en grande pompe, en présence d'une foule nombreuse et avec la participation de Madame Nissol que vous avez vu tout à l'heure. La communauté viganaise possède donc une chapelle visible, agréable, adaptée, qui est bâtie sur un terrain qui appartenait à une famille inchiste, évidemment. Mais assez vite arrivent des années de crise. La mort de Coralie Lynch en 1890, celle de Jean-Étienne Armango 2 ans plus tard, et enfin celle des neveux Kruger, Édouard, que vous avez ici en 1909, et Ernest en 13, viennent fragiliser la communauté inchiste, qui se retrouve désormais sans véritable leader charismatique. Et puis survient la guerre. La guerre vient faucher la jeune génération, comme dans toutes les églises, comme dans tous les mouvements. C'était les espoirs pour les décennies à venir, et cette génération manquera cruellement. Parmi les inchistes, il faut évoquer une figure particulière quand on parle de la guerre, c'est Néhémie Granade. Vous avez ici. Néhémie Granade, c'est un objecteur de conscience. Il est issu de la communauté de Molière et refuse de manier le fusil et d'apprendre le maniement des armes lors de son service militaire dans les années 1880 à Lyon. Et à l'époque, face à ses supérieurs, il lui ordonne d'obéir au code militaire, évidemment. Granade répond par la Bible. Ça conduit au conseil de guerre, qui le juge,
Et Granade choisit comme témoin pour son jugement Olaus Kellerman. Olaus Kellerman, c'est un autre henschiste, connu pour être un des pionniers du pacifisme intégral. Il avait publié en 1900 un manifeste pour prévenir la guerre et essayer de mettre un terme à la course à l'armement. Néhémie Granade est condamné à 1 an de prison, qu'il accomplira, mais cet exemple a beaucoup marqué les henschistes. Et il ne fait pas de doute que lorsque la guerre éclate en 14, tous les esprits sont occupés par cette histoire de Néhémie Granade. Pourtant, pendant la guerre, aucun henschiste ne sera déserteur. Au contraire, on retrouve plusieurs membres sur le front, notamment les 4 fils de Néhémie Granade, dont Olaus Granade, qui meurt en 1915 sur le front. Et puis, Édouard Fabre, son papa, l'aîné, se retrouve avec son propre père, Daniel, dans les tranchées. L'église henschiste participe aussi à l'effort de guerre, puisque la chapelle d'Omessas est transformée en ACM, assistance aux convalescents militaires, et l'activité des bains de mer, A7, est suspendue pour une simple et bonne raison, les lits ont été réquisitionnés par l'armée. Alors, malgré l'espoir d'un renouveau, à la sortie de la guerre, un certain scepticisme apparaît vis-à-vis des religions en général et de l'Église. L'Église henschiste n'est pas en reste. Un de ses jeunes membres, Émile Vincent, originaire d'Omessas, se sépare de l'henchisme en devenant pasteur de l'Église réformée de France, l'Église réformée. Après avoir soutenu un mémoire dans lequel il critiquait largement, violemment, la théologie et l'organisation henschiste. La nouvelle génération que vous avez ici ne prend pas le relais, et désormais la communauté henschiste se réduit à un tout petit troupeau d'initiés. En 1934, on vend la chapelle de Molière à l'église réformée d'Avez-Molière, et cette chapelle est toujours, ils n'ont pas fait, utilisée par l'église protestante unie de Molière. Et cette vente n'est pas faite parce que l'église a besoin de liquidité, mais simplement par constat, il n'y a plus d'henschistes à Molière. Alors, peut-être qu'un des termes du titre de ma conférence vous a interpellé. Je rappelle le titre, l'henchisme, une secte protestante en pays vigané. Alors, le mot secte, il nous fait aussitôt réagir. Nous pensons tout de suite aux témoins de Jéhovah, ou à la secte du soleil, et ses suicides collectifs dans les années 90. Ça fait peur. Un historien du protestantisme, Léonard, avait essayé de donner une définition de ce mot secte, justement en étudiant le cas des henchistes. Il relevait 3 caractéristiques de la secte. La première caractéristique est théologique. Une secte est fondée sur une doctrine particulièrement spécifique qui fait rupture avec un groupe majoritaire et établi. Deuxième caractéristique, c'est l'aspect numérique. Une secte est toujours minoritaire dans le paysage religieux. Troisième caractéristique, un état d'esprit sectaire qui fait que les membres forment une société fermée de purs, préoccupés par des problématiques sociétales et culturelles. Avec l'henchisme, on est en plein dedans. Une doctrine farfelue, un nombre très restreint et un tout petit troupeau qui se marie entre eux. Le même historien préférait qualifier de groupements religieux ou de confessions ces petits groupes tels que les henchistes, mais appelons-les des sectes, c'est plus facile. Alors ce terme-là, secte, il apparaît dans un journal, dans des journaux, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en gros titre, Le Vigan, record du monde des sectes. Alors cet article, il est paru dans l'été 1947, dans le quotidien France Soir. Il est écrit par un certain Lucien Corosi, et c'est un article assez court, très caricatural, qui prétend que notre sous-préfecture détient un record du monde, celui des sectes.
par rapport au nombre d'habitants et surtout de protestants. Le journaliste établit qu'il existe 10 sectes pour 700 protestants. Et parmi elles, il relève, je cite, la plus extraordinaire, l'enchisme. Alors il ne fait pas de doute que le journaliste n'a jamais entendu parler de l'enchisme, comme vous avant ce matin, ou alors du moins d'une manière très approximative. Il a été très mal préparé, très mal renseigné pour préparer son article, et c'est ce qu'agace ton père, Dédé, le fameux Édouard Fabre, qui, dans des notes manuscrites, inventorie l'ensemble des erreurs de cet article, à la fois sur l'enchisme, mais aussi sur la situation viganaise. Fabre note ensemble aussi bien les erreurs d'horaire de trajet du train qui relie le Vigan à Nîmes, que le nombre de sectes protestantes que le journaliste a sensiblement gonflé. Ce qui touche Édouard et ses proches, c'est la façon dont il est personnellement visé dans cet article à travers des qualificatifs pour les moins contestables. Je cite: Monsieur Fabre est un petit homme aussi sympathique et serviable que fanatique, et qui fait fonction de prédicateur dans le temple particulier des enchistes. Blessé, Édouard Fabre s'empresse de transmettre cet article à sa tante par alliance, Saint-Tiche-Maurier, que vous avez ici. Oui, les enchistes aimaient beaucoup les prénoms inouïs. Saint-Tiche. Alors Saint-Tiche, elle est directrice des asiles évangéliques de Nîmes, et elle est la principale figure de l'enchisme à ce moment-là. C'est un peu le successeur de Coralie. Alors en réaction à cet article, elle écrit à son neveu, à sa nièce: si j'étais vous, je traiterais son auteur avec mépris. Monsieur Corosi a voulu faire de l'esprit, laissez-lui son plaisir, et n'augmentez pas ses ressources. Nous n'avons pas à nous défendre. Elle ajoute, en démontant les erreurs de l'article, notamment sur la résurrection, au sujet duquel le journaliste dit que les enchistes ne croient pas, elle rajoute, pour Édouard Fabre, s'il t'appelle petit, tout le monde sait que tu n'es pas de grande taille. Et il te déclare sympathique et serviable, voilà la vérité qui me fait plaisir. Si fanatique veut dire que tu es fidèle à ton Dieu et à la foi de nos ancêtres, il ne pouvait pas te rendre meilleur témoignage. Je te souhaite d'être toujours plus fanatique, à la manière des apôtres et des chrétiens vivants et consacrés de tous les temps. Ça, c'est un lire. Alors, la polémique aurait pu en rester là. Édouard Fabre était exhorté et rasséréné par sa tante Saint-Tiche, mais c'était sans compter que d'autres organes de presse reprendraient l'article de Corosi, ainsi le Méridional, du 18 juillet 47, qui reprend le même sujet, en corrigeant et précisant certaines choses. Le lendemain, 19 juillet 47, le Provençal, qui évoque et critique à son tour l'article de France Soir, je cite le Provençal: conclusion, tous les galégeurs ne sont pas du Midi, et les lecteurs du confrère parisien se seront perdus dans une belle salade. Enfin, le Lyon Libre, du 22 décembre 47, diffuse le même article que France Soir, avec quelques ajouts, notamment celui-ci qui dérangea beaucoup Édouard Fabre. Je cite: les enchistes, exclusifs et non conformistes, ne mettent jamais le pied dans un autre temple que le leur. Face à la polémique, et à la suite de cet article, face à l'émotion d'Édouard Fabre, Louis Beau, que vous avez ici, qui est le pasteur du Vigan à l'époque, intervient. Le 8 août 47, le Méridional publie une réponse face à l'article du 18 juillet en précisant: nous sommes heureux de l'occasion qui nous est offerte de dire nous-mêmes combien effectivement nous regrettons de ne pas avoir relevé l'inexactitude du propos souligné par notre distingué correspondant. Ces propos nous avaient paru tellement contraires à l'évidence que nous savons bien que pas un Viganais ne pouvait le prendre au sérieux. À la suite de ces regrets, de la part de la rédaction du journal, le pasteur Beau rappelle dans un article combien les divisions font partie de l'essence même du protestantisme, et son propos est surtout un témoignage de sympathie envers Édouard Fabre, puisqu'il écrit: Monsieur Fabre est un homme sans doute
ferme dans ses convictions chrétiennes, mais toujours désireux de s'unir avec ceux qui partagent la même foi. Il fait toujours preuve d'une largeur d'esprit et de cœur que nous voudrions rencontrer partout. D'autant plus volontiers que M. Fabre, qui nous pardonnera de le mettre ainsi en vedette, n'est pas membre de l'Église réformée de France. Mais il est un membre de la grande famille protestante qui est au-dessus de nos provisoires divisions. Pas mal. Le pasteur Beau envoie une lettre du même ton au directeur du Lion Libre, 31 décembre 1947, en dénonçant toutes les erreurs. Le directeur lui répond 8 jours plus tard, en se dédouanant. Lucien Corosi, grand reporter, renommé dans les milieux journalistiques, ne fait pas partie de la rédaction de notre journal. Nous lui avons fait confiance et nous n'avons fait qu'acheter son article. Mauvaise dépense. Voilà. L'affaire est close. L'évêchisme a souffert un petit peu de cette affaire et disparaît petit à petit. J'en viens à ce chapitre que j'ai appelé la disparition. Au Vigan, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quelques cultes sont encore célébrés à la chapelle, mais peu à peu, la communauté n'étant principalement réduite qu'à la seule famille d'Édouard Fabre, le culte a lieu chez eux. Alors le 22 mai 1953, le pasteur de l'église réformée évangélique indépendante du Vigan, le pasteur Bordreuil, que vous avez ici, envoie une lettre à Édouard Fabre, qui est alors devenu président de l'association cultuelle Inchiste, pour lui exposer la situation de la communauté réformée évangélique. N'ayant pas de chapelle à leur disposition, la communauté se réunit dans un local commercial qui se trouve être en vente. Monsieur Bordreuil demande alors aux inchistes la mise à disposition de la chapelle, de la rue du Maquis, qui n'est plus utilisée. Alors l'Assemblée générale inchiste de 1953 décide de la prêter, mais de ne pas faire ni vente ni location. Un contrat de prêt est signé pour une durée de 2 ans. Le REI ne paiera pas de loyer, mais devra assurer tous les frais en bon père de famille. Alors, le 19 juin 1953, l'église réformée évangélique indépendante inaugure son nouveau lieu de culte lors d'une journée de célébration en grande pompe, en présence de plusieurs pasteurs, notamment le pasteur Tolosan de Montpellier et le doyen de la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Au terme de ce contrat de prêt, le pasteur Bordreuil fait part à Édouard Fabre de la volonté d'acheter cette chapelle. L'acte de vente est signé en 1958 chez le notaire Coulon. L'acte stipule que cet immeuble doit conserver, je cite, son usage de chapelle à l'usage du culte évangélique. Il en est toujours ainsi, puisqu'en 2022, l'heure où je vous parle, la chapelle de la rue du Maquis appartient encore à l'EREI, qui entre-temps est devenu l'UNEPREF. Le culte y est célébré tous les dimanches. La vente de la chapelle du Vigan a suscité une réflexion à propos de l'avenir de la chapelle d'Aumessas. Celle-ci n'est plus utilisée depuis très longtemps. La communauté aumessassoise n'est réduite qu'à la seule famille Vincent. Et Édouard Kruger, le jeune, en 1955, émettait l'idée de vendre cette chapelle à la famille Vincent. Il qualifiait lui-même le lieu de sans nul doute vétuste. En fait, cette chapelle a servi plus à entreposer les pommes qu'à célébrer le culte. Elle est donc vendue en août 67 à la famille Vincent, qui est toujours propriétaire de cet immeuble et qui l'a depuis transformé en immeuble d'habitation, mais au Messas, on continue de dire la chapelle. Et puis, les œuvres sociales. Alors, je m'arrête que sur le Vigan, la maison de repos des chapeliers. En 1957, mademoiselle Clary Masseport, directrice de la maison de repos, annonce sa démission pour raison de santé. Elle a 72 ans, l'heure de la retraite a sonné. Mais ce départ fragilise cette structure qui n'a pas beaucoup évolué depuis sa fondation en 1921 et qui est déjà très faible. En 1951, seuls 3 pensionnaires ont séjourné dans toute l'année et le personnel est très vieillissant. C'est à ce titre qu'Édouard Kruger
est interpellé par le pasteur de l'église réformée du Vigan, quand le temps a changé, maintenant c'est Guy Wagner. Le défaut que le pasteur Wagner pointe, c'est que l'établissement henschiste n'est pas agréé par la sécurité sociale, ce qui freine certaines personnes à venir y séjourner, naturellement. Le pasteur Wagner fait remarquer en outre qu'au Vigan, la maison de repos tenue par les sœurs de l'ordre de Saint-Vincent de Paul, la maison de repos de Saint-Vincent, est agréée par la Sécu, mais ne convient pas aux patients protestants. Il faut donc que l'œuvre henschiste s'adapte à son époque et se modernise si elle veut continuer à exister. Le conseil d'administration de la maison de repos prend conscience de la situation et décide de s'affilier à la Sécu. Les asiles évangéliques de Nîmes avaient fait le même choix quelques années auparavant. D'importants travaux sont réalisés afin de rendre la maison de repos conforme aux normes réclamées par la Sécu, repeindre, installer des sanitaires, aménager une infirmerie, et il devient nécessaire qu'une infirmière diplômée assure une permanence régulière et puisse servir de relais avec les institutions publiques. Les travaux entrepris grâce à la vente de l'immobilier de Sète, la maison de repos du Vigan retrouve son dynamisme et son intérêt. Les organismes publics accordent l'agrément et l'établissement et de nouveaux pensionnaires sont accueillis en témoignant de leur satisfaction. Une nouvelle directrice est élue, il s'agit de Suzanne Forestier, qui est une vraie infirmière. Des statuts sont adoptés en 68 où il n'est fait aucune mention de l'aspect religieux de l'institution, bien que la maison de repos conserve son qualificatif de protestant. Et c'est aussi à cette date, en 68, qu'elle prend le nom de maison de repos protestante Les Châtaigniers. En 70, dans le même élan, une nouvelle aile est inaugurée dans cette maison de repos, ajoutant 7 chambres supplémentaires, ce qui achève la politique de modernisation et de développement de cette maison de repos. Alors, après plus de 20 ans d'état de veille, le 13 mai 1979 se tient à Nîmes la dernière assemblée générale de l'association cultuelle de l'Église évangélique henschiste. Il n'y a qu'une chose à voter, la dissolution. La dernière décision qui est prise, c'est de faire don de la chapelle de la rue Adrien à l'Église réformée évangélique indépendante de Nîmes. Et c'est ainsi que disparaît officiellement, en 1979, l'Église évangélique henschiste. Et vous avez ici le portrait d'Édouard Fabre, son père, qui est le dernier henschiste, je dirais. Alors, puisque le temps passe, il faut venir à la conclusion et se demander, à la manière de Charles Trenet, que reste-t-il de nos amours, ou plutôt que reste-t-il de l'henchisme? L'henchisme a d'abord transmis un patrimoine immobilier. De nos jours, les 3 principales chapelles sont toujours occupées par des églises. À Nîmes et au Vigan, par l'UNEPREF, l'église réformée évangélique, et à Sète par les assemblées de Dieu, c'est-à-dire les pentecôtistes. Ce que les anciens henchistes retiennent de leur tradition, tu pourras en témoigner, Dédé, c'est avant tout des liens très forts entre eux. D'autant qu'ils sont quasiment tous liés par la famille. Ils sont tous de la même famille. Ils ont un héritage commun qu'ils savent valoriser. Ton implication, Dédé, ainsi que celle d'Émilie Finiel, aujourd'hui membre de l'Église protestante unie de France, dans mes recherches et dans mon mémoire que j'avais soutenu il y a 3 ans, c'est le signe de l'intérêt que vous portez encore à cette histoire-là. Vous êtes aussi la dernière génération à porter la tradition orale de cet évangile, de cette église henschiste. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est la façon dont les henchistes, durant toute leur histoire, ont associé foi et implication dans les œuvres sociales. Ça, c'est vraiment le sel, ce que vous devez retenir de l'henchisme. Cet exemple, il a influencé les jeunes générations qui se sont largement engagées dans la vie locale, à la fois des églises réformées et la vie associative. Un pasteur réformé du Vigan avait même confessé à Émilie Finiel, « Vous qui venez de l'henchisme, vous êtes mes meilleurs paroissiens. » Nombreux sont-ils ceux qui sont devenus conseillers presbytéraux. Émilie a même été membre de la Croix-Bleue,
l'œuvre chrétienne contre l'alcoolisme. Et aujourd'hui, un pasteur de l'Église protestante unie peut se réclamer de descendance saint-chiste. Il s'agit de Christophe Granade, le pasteur à Luzès. Mais l'héritage le plus vivace, le plus important, et sans conteste les deux œuvres sociales fondées par l'Église saint-chiste qui perdurent encore aujourd'hui. Les asiles évangéliques de Nîmes, qui sont devenus l'Institut Édouard Kruger, et la Maison de repos des Châtaigniers. L'Institut Kruger est un institut médico-éducatif, IME, assez réputé à Nîmes, qui a déménagé en 2016, qui n'est plus dans les locaux historiques des Jardins de la Fontaine, mais qui est dans le quartier Hoche, qui accueille donc des enfants qui souffrent de troubles psychiatriques. Et la Maison de repos des Châtaigniers a elle aussi largement évolué. De nouveaux locaux ont été inaugurés en 2005 à Cavaillac, et elle est devenue un centre de soins de suite et de réadaptation qui compte 50 lits et qui accueille les patients en soins post-chirurgicaux. Gérée jusqu'en 2016 par un conseil d'administration composé de membres en majorité protestants, elle a été rachetée à cette date par un groupe privé, Cap Santé, qui possède Ganges, qui possède la clinique Saint-Jean à Montpellier. Elle est donc administrée désormais par un PDG et a perdu son identité de maison de repos protestante. Mais sa directrice, Mariette Blondet, est issue d'une famille laïciste. Alors je voudrais conclure, parce que je pense que j'ai débordé, en vous remerciant d'abord pour votre attention et en soulignant combien notre pays viganais, et plus largement nos cantons, sont riches d'un patrimoine, d'une histoire, qui, à l'instar de l'histoire de laïcisme, ne sont pas toujours bien connus de ses habitants, même tout à fait inconnus. Alors mon souhait serait que nos travaux de l'Académie, que cette Académie, sache toujours se tourner vers un public le plus large possible, afin que ces habitants des Hauts-Cantons soient fiers de leur territoire, qu'ils soient conscients de la richesse de leur vallée et qu'ils les fassent vivre. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre-Adrien. Merci monsieur le pasteur. Une heure de bonheur et plein de pensées me sont venues. C'est absolument passionnant parce que c'est inconnu et c'est plein de sympathie, c'est émouvant et on sent notre orateur rompu à transmettre sa passion. Je suis sûr que vous avez adoré et moi je me suis demandé à un moment au début, je n'étais pas encore vraiment dans le bain, je me suis demandé si dans 100 ans, peut-être ici, peut-être ici, il y aura quelqu'un qui fera un exposé sur l'Académie des Hauts-Cantons et ce que c'est devenu, on montrera des photos d'André, il dira voilà, ils se réunissaient le samedi, une fois par mois, que sont-ils devenus? Et bon, et puis très vite, je me suis dit mais non, c'est le vrai sujet, c'est l'anarchisme, c'est sympathique, ça fait partie de cette myriade de pensées religieuses qui sont nées au XIXe siècle, souvent d'origine anglo-saxonne, qui étaient déjà rodées à ce genre de choses, et je suis sûr que vous avez plein de questions. André. Tu veux pas faire un premier, André? Alors, Stéphane. Il faut un microphone, mais je peux parler. Essaye et puis on va voir. Essaye de parler. J'avais une question qui est surtout liée à mon ignorance de l'histoire des églises au XIXe siècle. Je suis plus familier avec l'histoire des idées, et c'est une période assez agitée parce que le développement scientifique est très impressionnant et ça remue donc plein de choses. Et la question que j'avais, c'est est-ce que le laïcisme c'est quelque chose de très particulier en France, ou bien est-ce qu'on doit fleurir sur le territoire tout un tas d'églises, de sectes, comme vous les avez définies, qui auront le même type de destinée? Alors, il y a deux choses. Il y a des églises qui apparaissent au moment du réveil qui sont d'une certaine importance,
les méthodistes, les larvistes, le baptisme, etc. Et puis il y a des sectes qui sont issues de ces églises de réveil, comme les léchistes, mais qui ont laissé une trace tellement infime qu'il faut un fou comme moi qui s'intéresse à ça pour les faire ressurgir, sinon elles sont tombées dans l'oubli. Je sais que Coralie Lynch avait effectué un voyage à Lyon où elle avait rencontré une communauté à peu près semblable qui s'appelait les lardonistes, parce que c'était issu de certains lardons qui étaient écossais, me semble-t-il. Vous voyez, il y a une myriade de petites sectes comme ça qui sont aussitôt apparues, aussitôt disparues. Et souvent il y a une personne. Et tout à fait liée à une personne. Charismatique. Vous voyez bien que du jour où Coralie Lynch est décédée et que ses neveux aussi, ça disparaît complètement. Monsieur. André. Quand j'étais enfant, il y avait à Valorog une communauté d'artistes dont la plus haute autorité était M. Bertrand, garagiste et agent Citroën. Et je l'ai connu étant enfant, mais j'ai surtout connu son fils, Jacques Bertrand, parce que je lui avais confié la rénovation d'une voiture ancienne. Il avait très bien fait. Alors on s'est peut-être, on avait sympathisé, et je lui avais demandé, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce que tu as appris le darwinisme? Et sans aucune hésitation, il m'a cité. Il y a un micro-baladeur. Ah, je trouve le micro. Ah, bah attends. J'avais donc demandé à Jacques Bertrand, le fils de l'autorité sur cette communauté darwiniste, qu'est-ce qu'il avait retenu du darwinisme. Il m'avait cité une seule phrase qui était un verset de je ne sais plus quel épître et qui disait « Vous ferez taire vos femmes dans vos assemblées ». J'avais été effaré. Est-ce que tu peux nous dire quelle serait la citation équivalente pour le lynchisme que tu nous proposerais? Il faudrait demander à un lynchiste. Mais en tout cas, c'est pas celui-là, le verset. Surtout pas ce verset-là. Et ça aussi, c'est ce que vous devez retenir de lynchisme. C'est qu'au milieu du 19e siècle, on a une femme qui, elle, prend la parole dans les assemblées, et c'est sans doute ce qui a fait que ce mouvement n'a pas marché. Pourquoi? Parce que dans toutes les églises protestantes, les femmes étaient reléguées à un rôle tout à fait secondaire, et qu'une femme prenne la parole, c'était scandaleux. Mais mettez-vous ça. L'état d'esprit des femmes. En revanche, ça a beaucoup aidé la paroisse de Sète lorsqu'en 1949, une autre femme est devenue pasteur, la première femme de l'église réformée de France, Elisabeth Chimie, qui a été consacrée pasteur à Sète en 1949. Et ces fois, on dit, mais on connaît les femmes pasteurs, il y a eu Coralie Lynch. Ça, c'est important. Alors, le verset le plus important de l'Égypte, qu'est-ce que tu dirais? Madeleine. Oui, très rapidement. Que méchant. Oui. Pour l'armée du salut et pour la maréchale. Alors, effectivement, l'armée du salut fait preuve aussi d'ouverture, parce que ça a été fondé par un couple, William et Catherine Booth. Même certains pasteurs étaient amoureux. Il avait raison. Mais il ne faut pas oublier que quand l'armée du salut est apparue en France, c'était tout aussi scandaleux, parce qu'on s'est largement moqué d'eux, de leur uniforme et de ces femmes, les chapeaux. Et on retrouve les mêmes œuvres sociales. Tout à fait. J'ai fait une conférence à Montpellier il n'y a pas longtemps sur le sujet, en disant c'est dommage que Coralie Lynch ait été si orgueilleuse, elle se serait rapprochée de l'armée du salut, elle se serait très bien entendue. Merci. Jean-Pierre, et puis on prend encore deux questions, et puis on passe au pape. Hein. En définitive, c'était l'histoire de famille, le lynchisme. Tout à fait. Et il y a beaucoup de
de sectes protestantes qui sont des histoires de famille comme ça. Monsieur Tessier-Dupro citait Valorogue et les darbistes. Je pense que les darbistes à Valorogois sont tous cousins. Non, je ne dirais pas le seul. Et de quoi vivaient les membres de cette secte? Comme je l'ai dit, c'était des gens très riches. Les Kellerman, par exemple, les Kellerman à Seine avaient un négoce vers spiritueux vers la Suède et le Danemark, tout à fait florissant. Les Kruger avaient une implantation en Algérie après le phylloxéra, ils se sont installés en Algérie pour exporter le vin algérien vers l'Europe. Donc c'était des gens extrêmement riches, de la bourgeoisie commerciale, commerçante, qui se sont ruinés dans leurs œuvres sociales. Merci. On comprend pourquoi ils n'interdisaient pas l'alcool. En tout cas, c'était très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec toi, Antoine. L'histoire locale sont aussi précieuses que l'histoire nationale. Délicieux, en tout cas. Il y a encore Henri et c'est la dernière. Un simple rappel à propos du rôle des femmes et de leur tenue au XIXe siècle. Je ne sais pas si vous savez qu'au milieu du XIXe siècle, une femme qui voulait s'habiller en homme, en pantalon, devait obtenir une dérogation préfectorale. Ça a été le cas de Rosa Bonheur. Je pensais à Rosa Bonheur, donc une excellente biographie d'Alexandre. Et je rajouterai que vous avez vu que Coralie Lynch s'est mariée en 1850, elle avait 49 ans, et les inchistes disent que c'est parce que elle se déplaçait beaucoup en chemin de fer, et qu'une demoiselle, c'était pas ça qu'une demoiselle se déplace en chemin de fer, il fallait qu'elle soit mariée.